Donc voilà, je me présente, je suis Jess Hermatou, résident à l'hôpital militaire de Tunis. On va enchaîner avec deux cas cliniques par rapport à la bourse aiguë. Donc il s'agit de l'enfant Wael qui est âgé de 14 ans, qui consulte en urgence, accompagné de ses parents, pour des douleurs scrotales du côté droit, ayant commencé soudainement il y a 2 heures, avec un épisode de vomissement. Ces douleurs donc, sont permanentes. L'enfant marche difficilement en entrant dans la salle d'examen. L'examen trouve un patient qui est apyrétique. L'examen des organes génitaux externes trouve un scrotum droit qui est augmenté de volume sensible. La palpation du cordon spermatique droit, elle est normale. De même pour les orifices herniaires. Et la surélévation de la bourse déclenche une douleur brutale. Le patient, il vous dit qu'il a déjà eu 2 épisodes douloureux similaires, spontanément résolutifs. Donc, quel est votre diagnostic et justifié? Donc, il s'agit d'une suspicion de torsion du cordon spermatique jusqu'à preuve du contraire, notamment devant le terrain, un enfant jeune en âge de puberté, le début brutal surtout, et la notion de douleur isolée. Le fait qu'il y a une grosse bourse sensible à l'examen, également la surélévation du testicule douloureux sont des arguments en faveur de ce diagnostic. L'absence de fièvre et de symptômes urinaires sont aussi des éléments négatifs essentiels au diagnostic. À quoi peut-on attribuer les épisodes douloureux similaires spontanément résolutifs? Donc, voilà, subtorsion du cordon spermatique. Quel examen complémentaire demandez-vous? Est-ce qu'on complète par une échographie ou donc la simple constatation clinique suffit pour aller opérer le patient? Donc, aucun examen complémentaire n'est demandé. Le diagnostic il est essentiellement clinique. Quel est le principal diagnostic différentiel? Donc, comme ça a été déjà mentionné dans la diapositive de Dr Raboudi, il s'agit donc de l'épididymite aiguë qui est le principal diagnostic différentiel. Mais le patient il est apyrétique, pas de symptômes urinaires, et l'âge également n'est pas en faveur. Sauf en cas de notion d'uropathie malformative ou notion de reflux, là on peut évoquer l'épididymite aiguë. Donc, quelle mesure indispensable à faire avant de traiter l'enfant? C'est une mesure d'ordre médico-légal. Donc il faut obtenir le consentement éclairé ainsi que la signature des parents et ça doit être bien écrit sur le dossier médical par rapport à un éventuel risque d'orchidectomie. Donc, quels sont les principes du traitement? Il s'agit d'une urgence chirurgicale, donc il s'agit d'une exploration diagnostique mais aussi thérapeutique sous anesthésie générale ou rachianesthésie. Donc l'exploration se fait par voie scrotale avec identification du type de torsion intra ou supravaginale, et là il faut ouvrir la vaginale pour savoir quel est le type de la torsion. Il faut faire une détorsion donc, manuelle, et là sur cette photo on voit une disparité de coloration donc, en amont du tour de spire. Donc là on trouve le cordon qui est rougeâtre voire noirâtre, le testicule qui est bleuâtre, et en amont du cordon, là où on trouve donc du tissu sain qui est rose. Là, on fait une détorsion donc, du cordon. On apprécie la recoloration du testicule. On peut mettre donc, le testicule dans un bain d'eau tiède et attendre quelques minutes pour espérer une recoloration du testicule. Donc, voilà, sur cette photo, on remarque que le testicule il se recolore. Il obtient plutôt une coloration plutôt quasiment normale. Et là, on décide de conserver ce testicule. Et sans oublier, bien sûr, l'orchidopexie contralatérale qui doit être systématique. Quel est le pronostic de cette affection? Donc, c'est un excellent pronostic en cas de prise en charge rapide avant H6. Et plus donc, la prise en charge elle dépasse les 6 heures, voire 12 heures, voire 24 heures, il y a des phénomènes de nécrose hémorragique qui s'installent et risque d'atrophie de testicules avec orchidectomie. On va passer maintenant au cas clinique numéro 2. Il s'agit donc du patient Ayman qui est âgé de 25 ans.
qui consulte pour une violente douleur scrotale. Celle-ci est survenue de façon brutale au cours de la matinée, sans notion de traumatisme. La douleur, elle est pulsatile, elle prédomine du côté droit. Le patient, il est fébrile à 38,5 à l'examen. Il décrit des brûlures mictionnelles ainsi qu'une dysurie. On trouve également un écoulement urétral qui est purulent. On voit sur la photo une augmentation du volume de la bourse qui est rouge, chaude, inflammatoire, avec disparition du sillon épididymotesticulaire. Quel est votre diagnostic? Donc, il s'agit d'une orchiépididymite droite aiguë infectieuse. Donc, que retrouvera l'examen? Augmentation du volume de la bourse, signe inflammatoire, disparition du sillon épididymotesticulaire, et la douleur, dans ce cas, elle est soulagée par le soulèvement de la bourse, qui est un signe inconstant. Il ne faut jamais oublier de faire un toucher rectal face à une suspicion d'orchite, parce qu'on peut retrouver une prostatite associée. Quels sont les examens complémentaires? Est-ce qu'on fait un bilan sanguin ou non? Est-ce qu'on fait des prélèvements bactériaux ou non? Et l'échographie ou bien l'imagerie, est-ce qu'elle est systématique ou pas? Donc le bilan sanguin, on peut faire une NFS et un dosage de la CRP, mais c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire. Prélèvements bactériaux, oui, il est recommandé de faire un ECBU, une hémoculture en cas de fièvre, et un prélèvement urétral, ainsi qu'une PCR du premier jet urinaire. Donc, et il faut récupérer les cultures bactériologiques afin d'adapter secondairement l'antibiothérapie. La place de l'échographie. Quelle est la place de l'échographie en cas de orchiépididémique typique? Elle n'est pas indispensable si tableau est typique, et elle est indiquée en cas de suspicion d'un abcès testiculaire, cliniquement, si on trouve une augmentation importante du volume du scrotum qui est rénitent à la palpation. Donc là, on suspecte un abcès et il faut compléter par une échographie. On peut faire une échographie également en cas d'évolution défavorable sous traitement, toujours à la recherche d'un abcès, et en cas d'orchite récidivante. Quels sont les germes impliqués? Donc, essentiellement, c'est les germes à transmission sexuelle en cas de patients jeunes avec une activité qui est sexuellement active. Et là, les études trouvent que la chlamydia trachomatis est impliquée dans 60% des cas et la Neisseria gonorrhoeae elle est impliquée dans 20% des cas. Donc, il y a également les germes urinaires, notamment les Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae et le pieux-cyanique, notamment chez les sujets âgés qui ont une hypertrophie de la prostate obstructive avec un résidu postmictionnel significatif. Et les autres, sans oublier les autres germes, notamment le bacille de Koch, l'oréon, la brucellose et la filariose. Donc, quelle sera la prise en charge thérapeutique face à ce patient qui présente une orchiépididymite droite? Donc, le traitement il est en ambulatoire, qui associe des mesures symptomatiques, repos au lit, un suspensoire ou un slip serré, glaçage et antalgique. Et l'antibiothérapie, elle est indispensable. Quels sont les principes de l'antibiothérapie? Donc, cette antibiothérapie, c'est une antibiothérapie qui est empirique, initialement, qui vise les germes des infections sexuellement transmissibles, notamment la chlamydia, mycoplasme et gonocoque. Cette antibiothérapie sera secondairement adaptée aux résultats de l'antibiogramme. Et pour les patients âgés de moins de 35 ans, on va donner le traitement le ceftriaxone 250 mg en intramusculaire associé à la doxycycline 100 mg x 2 pendant 10 jours. Et si le patient est âgé de plus de 35 ans, on va donner de la ciprofloxacine 500 mg, un comprimé x 2 pendant une durée de 10 jours, toujours à adapter en fonction de l'antibiogramme. Sans oublier le dépistage des infections sexuellement transmissibles chez le patient, mais aussi chez sa partenaire, une sérologie de l'hépatite B, C, syphilis et VIH, également une abstention sexuelle au port du préservatif durant toute la durée du traitement, mais également le traitement du conjoint dans le cadre de l'approche syndromique de l'OMS. Donc, quelles sont l'évolution et les risques éventuels de cette pathologie? L'évolution, le plus souvent, elle est favorable, avec une guérison en quelques jours. Parfois, persistance d'un nodule
et parfois l'évolution elle est défavorable, notamment par la survenue d'un abcès épididymaire, une masse fluctuante douloureuse, une prostatite, une épididymite chronique, et à distance, il y a le risque d'hypofertilité en cas d'atteinte bilatérale. Donc, quel est le suivi? Il faut évaluer la réponse au traitement à 48 heures, donc réexaminer le patient, réexaminer l'état local, voir s'il y a une diminution des phénomènes inflammatoires, diminution donc, de l'œdème, et voilà. L'échographie, donc, elle n'est pas indispensable. Il faut vérifier la culture des examens bactériologiques réalisés, voir si on est bien adapté sur le plan antibiothérapie ou non, suspecter une tuberculose en cas d'épididymite récidivante ou traînante et suspecter une atteinte néoplasique en cas également d'évolution défavorable. Et voilà. Alors, y a-t-il des questions dans la salle concernant ce cas clinique? Des questions? Je crois qu'on a une question sur Zoom par visioconférence. Alors, est-ce que vous pouvez lui donner la parole? Je crois que Dr Atié, oui, a levé la main. Vous pouvez le mettre en communication avec nous par visio? Donnez-lui la communication. Dr Atié, vous devez accepter pour rentrer en visio avec nous sur le grand écran. Ça marche? Voilà. Activez votre... vous êtes là, donc activez votre caméra et votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Voilà, juste activez le micro et ça va marcher. Activez le micro, voilà. La vidéo, mettez-le sur le grand écran. Il a mis sa vidéo et il doit activer son micro. Appuyez sur l'icône micro. Oui, voilà. ça va. Ça marche comme ça. Très très bien. Alors, vous pouvez poser votre question. Bienvenue parmi nous. Merci Mahdi. Et ça fait longtemps que je n'ai pas participé dans les séances du collège. Et bravo Mahdi, parce que tu as fait beaucoup d'efforts pour faire participer tout le monde. Donc, je salue tout le monde. Je vois à côté Oussem Ahmed, Braïk et tous les amis. Donc moi j'ai juste une petite, pas une remarque, pour les diagnostics différentiels pour la torsion testiculaire, il y a la torsion de l'hydratite de Morgagni. Moi j'ai vu au moins 3 ou 4 fois que j'ai opéré des patients pour torsion testiculaire et on tombe sur des torsions de l'hydratite de Morgagni. Juste ça, c'est une réflexion, c'est tout. Donc, c'est vous que... Allez-y. Vas-y, vas-y. Bonsoir, docteur Atié. Bonsoir, oui. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la présentation tout à l'heure. On en a parlé longuement comme diagnostic différentiel de la torsion en cas de bourse aiguë de la non traumatique de la torsion du cordon spermatique. Et on a vu que donc, pour la torsion de l'hydratite de Morgagni, c'est une situation qui n'est pas aussi rare que ça, et qu'il y a certaines particularités à l'interrogatoire et surtout à l'examen physique qui doivent être bien précisées, notamment la tache bleutée au niveau du pôle supérieur du testicule, une douleur qui est exquise à ce niveau-là. Il n'y a pas de rétraction au niveau de l'anneau inguinal du testicule, il n'y a pas de surélévation du testicule. Et ces signes-là, couplés éventuellement à l'échographie, qui peut montrer donc la torsion de l'hydratite de Morgagni, qui est bien individualisée à l'échographie, et qui donc fait le diagnostic, bien sûr, avec l'examen physique. Donc pour la conduite à tenir thérapeutique, ce qui est recommandé par l'Association européenne d'urologie, c'est un traitement médical conservateur, pas de chirurgie en urgence, bien sûr, en cas de certitude diagnostique, entre des mains expertes. En cas de doute, bien sûr, il faut aller explorer chirurgicalement parce qu'il y a toujours le risque de tomber sur une vraie torsion du cordon spermatique. Et là, ce sera une catastrophe.
Donc, en cas de persistance des douleurs après traitement médical, en cas de torsion de l'idatide de Morgani, on peut indiquer une prise en charge chirurgicale, donc une exérèse de cette idatide tordue. Voilà, merci. Merci. Une question du professeur. Moi, c'est juste une remarque à propos du dernier cas clinique. Vous avez dit, je le mets sous antibiotique, puis j'attends 48 heures, et ensuite, si ça ne marche pas, je vais faire une exploration. Je pense que là, il faut bien discuter avec le malade et lui expliquer votre stratégie. C'est-à-dire, c'est une pathologie qui touche les organes génitaux, et quand il y a une complication, elle est très mal vécue par le malade. Donc vous avez besoin d'une coopération de votre malade. Il faut lui expliquer tout. Vous allez lui dire, voilà, je vais vous mettre sous antibiotique. On va essayer de voir comment ça évolue. Vous devez venir dans 48 heures. Si ça marche, c'est tant mieux, on va continuer. Si ça ne marche pas, on va pousser d'autres explorations. Il est possible qu'on donne d'autres antibiotiques. Il est possible que ça évolue vers l'absédation. Il faut tout lui dire dès le début. Sinon, vous avez des malades qui ne sont pas convaincus. Dans le meilleur des cas, il va changer de médecin et vous n'allez plus le revoir. Mais sinon, il peut revenir dans des tableaux catastrophiques et il risque de vous attaquer, soi-disant, vous l'avez mal pris en charge dès le début. Deuxièmement, ce sont des malades, c'est des choses qui touchent aux parties intimes, donc ils sont très anxieux. Donc il faut leur dire, même si ça gonfle beaucoup, s'il y a une tuméfaction, ça va prendre le temps pour diminuer, même si c'est guéri. Et donc là, je pense que c'est très important, dès le début, dès le premier jour, de bien expliquer toutes les évolutions possibles à votre malade. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que dans la discussion, on a répondu à la question du docteur Arsène Diangambé sur les diagnostics différentiels et sur l'idatide de Morgani.